Bonjour à toutes et tous. Alors, dites-nous avant que... Vous nous dites quand on est en... C'est bon? On est en direct sur TF1? Bien. Bah écoutez, du coup, bonsoir à toutes et tous. Alors, on est sur du coup notre conseil municipal de la rentrée de septembre 2023. Donc on va procéder de la façon habituelle, à savoir la première demi-heure est dédiée des questions du public, des habitants à leurs élus. Et donc je sollicite le public, à savoir s'il y a une, deux ou pourquoi pas même trois questions. Nous sommes à votre écoute, à votre disposition. Alors on va faire honneur aux dames d'abord. Peut-être Jo, non? Jo, t'as dit une question? Moi j'ai une question, oui. Je voulais savoir s'il y aura un marché de Noël, parce que dans notre association, on travaille pour. Donc, à savoir si ça se fera ou alors si, comme l'année dernière, ce sera prévu et annulé. Merci. Attention. Bonsoir, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, merci de me donner la parole pour deux questions. Première question. Je souhaite ce soir aborder avec vous un sujet préoccupant qui touche l'environnement de la future école Joséphine Baker. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer devant ce même conseil les problèmes de circulation incontrôlée dans la rue Marc Chagall, en limite de l'école sur presque toute sa longueur. Monsieur le maire, vous et votre conseil avez décidé il y a plus d'un an, sans aucune concertation avec les habitants du quartier de la Greffière, la suppression des panneaux stop aux intersections de la rue Marc Chagall avec les rues Pablo Picasso et Marie-Laurencin, ce qui a eu pour effet d'augmenter la dangerosité, sachant que 90% des automobilistes ignorent complètement l'existence de ces rues, pourtant prioritaires à droite, en roulant à une vitesse excessive. Maintenant, s'agissant de plusieurs centaines d'enfants qui seront amenés chaque jour à fréquenter cet établissement scolaire, monsieur le maire, vous qui êtes en responsabilité des infrastructures et aussi de la circulation dans notre commune, vous avez souvent reproché à votre prédécesseur de n'avoir pas su anticiper et prévoir des différents domaines, et notamment dans la gestion des flux scolaires. Alors, même si l'ouverture de l'établissement n'est justement prévue que dans une année, si l'ouverture de l'établissement n'est sans doute prévue que dans une année, je souhaiterais savoir ce qui est justement prévu concernant la circulation et le stationnement quant à l'accueil des enfants le matin, des sorties et entrées à l'heure du déjeuner et bien sûr de la sortie en fin de journée, le moment où la circulation automobile s'intensifie dans le quartier. Avez-vous envisagé d'installer des chicanes comme aux abords de l'école d'Esnos ou ce qui serait judicieux de relever les rehausseurs existants et de réinstaller les stops, la fermeture de la rue ne semblant pas envisageable? Seconde question. Concernant l'installation de la vidéosurveillance sur la ville, j'ai constaté que la date de mise en place reculait à la lecture de chacun de vos tracts. Exemple, Fleury-ma-Ville numéro 26, les chantiers de l'été en première page. Voirie, géothermie, vidéoprotection, on aurait pu penser qu'elle serait installée avant la fin de la saison, voire même fin d'année 2023. Or, sur votre tract du 29 septembre 2023, vous parlez d'une installation avant l'été prochain. Qu'en est-il? Je souhaiterais que les réponses qui nous seront données soient également portées à la connaissance de l'ensemble des habitants en publiant par exemple un article dans une prochaine édition de Fleury-ma-Ville. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois qu'il y avait encore une ou deux questions. Oui, bonjour, bonsoir du moins. C'est en tant que président de l'association CNL du quartier des Chaqueux que je voudrais faire plus une constatation qu'une question. Évidemment, je pense que vous allez en parler à ce conseil. Il y a une décision de justice qui a été maintenant popularisée, à savoir qui va procéder la remise en fait
des jardins familiaux au secteur public, comme ça devrait être pour la construction du futur collège. Interroger la majorité, l'unanimité du bureau de mon association se dit très satisfait de cette décision de justice et me charge de vous demander quand les premiers travaux ou la première interprétation architecturale ou comment vous envisagez de travailler ce futur chantier et est-ce que ça va démarrer? Nous le souhaitons, je vous le dis, à la demande des locataires de mon quartier, mais des familles qui composent les habitants de ce quartier, le plus rapidement possible. Je vous remercie. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe aux réponses? S'il n'y a pas d'autres, on va passer aux réponses. Évidemment, les élus qui m'accompagnent, si vous souhaitez enrichir ou compléter les réponses, vous n'hésitez pas. Alors, je vais reprendre dans l'ordre des questions. On avait une première question concernant le marché de Noël pour cette année. Alors, l'association qui habituellement coordonne l'ensemble de l'activité du marché de Noël nous a dit ne pas se sentir prête cette année et par contre commencer à travailler un projet pour le Noël 2024. Donc on ne vous dit pas qu'on va prévoir un marché de Noël et qu'il ne va pas se tenir. Il n'est pas prévu pour cette année et on est plutôt sur la saison prochaine. Concernant la circulation de la rue Marchagall, alors c'est effectivement on a reproché manque de prévision à mon prédécesseur, mais prévision globale, prévision dans le fait de construire un quartier sans les services nécessaires, de ne pas anticiper le besoin d'une école entière, voire de prévoir des légumineux et d'y apporter des déchets de chantier. Enfin bon, donc c'est un manque de prévision assez global qu'on pouvait reprocher, et on le vit tous les jours dans cette ville où on est contraint malheureusement de rattraper de nombreux services manquants. Sur la rue Marc Chagall, je ne peux pas aujourd'hui précisément vous donner le plan de sécurisation qui est en train d'être travaillé, parce que j'ai justement une réunion sur ce sujet la semaine prochaine, dont l'objet essentiel est la sécurisation de la rue Marc Chagall et comment on gère les flux d'enfants pour cette école. Donc je ne vais pas anticiper ce qu'aujourd'hui je ne sais pas. Mais je sais que ça fera par contre la sécurisation de cette rue, un plan pour l'année prochaine. Donc dès qu'on aura plus de détails et dès qu'on sera mis d'accord sur les propositions techniques et les enveloppes, on les communiquera avec grand plaisir. Là-dessus, on entend bien la préoccupation et on la partage. Donc on est normalement dans la bonne temporalité. Sur la vidéoprotection, au vœu du maire en 2023, on avait indiqué que les travaux commenceraient courant 2023 et se termineraient courant 2024. Et on est dans le timing. On a posé cet été tous les réseaux nécessaires pour la pose de la vidéoprotection. Certains candélabres commencent même à être installés. Maintenant, on a d'autres travaux à effectuer et j'en prends l'engagement ici. On pourra le re-signifier par écrit ou autre. Alors, je dis avant juin pour être sûr de notre coup et avoir un peu de marge. Ce sera probablement un peu avant, mais pour être certain, avant l'été, c'est sûr. Et je pense même un peu avant, mais je ne m'engage pas sur un mois précis. On aura de la vidéoprotection sur cette commune et on sera donc la première majorité à avoir investi ce sujet de la vidéoprotection. Par ailleurs, on n'envoie pas un plan à 4-5 caméras de vidéoprotection, c'est un plan complet à 21 caméras d'un coup, qui donc seront une réalité au premier semestre de l'année prochaine et qui permettront d'avoir un visu sur toutes les entrées-sorties de la commune. Et donc, c'est un plan d'ailleurs qui va nous aider à traiter plusieurs types d'incivilités. Ça va nous aider sur le dépôt de voitures qui sont vides, des voitures ventouses, à identifier les personnes qui réalisent ces dépôts. Ça va nous aider à identifier davantage les auteurs de dépôts sauvages aussi. Et ça va nous aider pour les plus grosses infractions à identifier, à faciliter le travail des forces de police, en l'occurrence pour notre territoire de gendarmerie. Donc
Là-dessus, notre détermination n'a jamais failli et on est maintenant dans la phase où on va arriver sur la fin des travaux, mais c'est un gros chantier puisqu'il s'agit de couvrir d'un coup l'ensemble de la commune. Maintenant qu'on dispose d'un réseau, si d'année en année on rajoute 2, 3 ou 4, c'est pas la même nature de chantier, mais là, il faut tout faire. Enfin, sur le collège, de toute façon, on avait prévu d'y revenir, on va dire, en introduction du conseil municipal. Donc, je vais le faire, je vais saisir l'opportunité. C'est effectivement, on est à 2 doigts de réussir, ce qui fait le sujet de besoin fort des Fleurs-Acumois depuis quasiment 50 ans. J'ai eu l'occasion de le dire moult fois. Je regrette d'ailleurs que l'aveuglement de certains, une petite minorité, conduise au retard d'un équipement si majeur pour notre commune d'une année. C'est-à-dire que les enfants qui auraient pu rentrer à une période vont rentrer finalement une année plus tard, simplement parce que certains ont cru bon d'en faire une quête personnelle revancharde, alors que derrière, on a des centaines et des centaines de jeunes Fleurs-Acumois qui sont concernés. Donc on se félicite, et là, on parlait d'engagement, on a pris un engagement ambitieux à plusieurs étapes de ce projet de collège depuis qu'on s'y investit. Depuis 2019, j'aurai l'occasion plusieurs fois de rappeler cette histoire, mais il ne faut pas la diminuer pour ce qu'elle est. En 2019, dans le département de l'Essonne, il a été prévu que 5 collèges. Il en a été prévu ensuite 3 de plus. Dans ces 3 de plus, une zone avait été définie, mais pas encore Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis était défini dans une zone. Il fallait du coup, à cette époque, être en capacité de répondre et de proposer une réponse qui permette quand même à la seule commune d'Île-de-France de plus de 10 000 habitants de bénéficier d'un équipement qui paraît essentiel, voire normal pour toutes les autres communes. On a apporté une réponse et à l'époque, on s'était engagé dans une double réponse. On s'était engagé à dire qu'on travaille pour le collège à Fleury-Mérogis et qu'on travaille en même temps pour maintenir et pérenniser l'existence des jardins familiaux sur notre commune et à développer la pratique du jardin sur notre commune. Nous sommes en passe de réaliser l'ensemble des objectifs que nous avions pris. Nous avons déjà, en début d'année, signé la possibilité de pérenniser la pratique des jardins familiaux sur notre commune. Et c'est un engagement fort que nous avons réussi à tenir. Nous sommes d'ailleurs en train de constituer, enfin ils sont même actifs, des groupes de travail avec des jardiniers pour réfléchir sur le cahier des charges des futurs jardins familiaux, la composition des parcelles, leur surface, etc. etc. Certains sont investis dans ce sujet, sont partie prenante du projet, pendant que d'autres se sont obstinés à ne pas être présents et ne pas vouloir participer de cette aventure. On a aussi créé depuis 2019 3 nouveaux jardins partagés sur notre commune. Aujourd'hui, il y a déjà, rien que sur ces jardins partagés, plus de jardiniers qui pratiquent le jardinage que ce qu'il y a pu avoir sur la parcelle complète des jardins familiaux. Donc à terme, on aura beaucoup plus de Fleurs-Acumois qui pourront pratiquer le jardinage sous des formes différentes que sont jardins partagés et jardins familiaux. Et à la fin, on aura aussi 800 jeunes, dont quasiment 700 Fleurs-Acumois, qui chaque jour pourront aller au collège à pied, à côté de chez eux, et à qui ça va changer la vie. Parce qu'aujourd'hui, on est en train, la majorité municipale, la municipalité, de réaliser par exemple un courrier où on interpelle les différents acteurs du transport des collégiens pour leur dire que chaque matin, à Bondoufle, le bus arrive en retard et contraint les collégiens qui ne sont pas à l'heure, pas toujours acceptés en cours, qui étudient dans des conditions insatisfaisantes. Quand ils finissent à 15h, ils sont obligés d'attendre le bus de 17h, ou alors ils font un périple abracadabrantesque. Ou on écrit aussi dans le courrier que le bus de 17h part trop tôt, et donc on a des collégiens qui sont obligés de courir avec leur sac qui est plus gros qu'eux sur le dos pour attraper un bus qu'ils n'attraperont jamais, puisque le bus part à peine moins de 3 minutes après la sortie de 17h. Donc, il faut mesurer ce qui est en train de se passer, c'est que
la décision de justice qui indique que le collège est d'intérêt général, que cet intérêt général est couvert de multiples façons puisqu'on maintient l'existence des jardins familiaux et qu'en même temps on travaille pour un collège. Cette décision de justice indique que les jardiniers, les quelques jardiniers qui restent encore présents sur le terrain, peuvent quitter librement l'espace jusqu'au 31 octobre et qu'à partir de novembre, nous pourrons faire appel du concours de la force publique si jamais ces personnes continuent de vouloir faire perdre du temps aux jeunes fleurs que moi, ce que nous n'hésiterons évidemment pas à faire. Notre détermination depuis le début de ce projet n'a jamais failli et elle faillira pas. L'enjeu est trop grand et donc on se félicite de cette décision. On n'est encore pas en mesure de proposer un rétro-planning aux habitants, mais incessamment sous peu, dès que ce sera possible, on proposera un certain nombre de moments, de rencontres liées à ce projet de collège et dont l'un de ceux pour lequel nous sommes le plus impatients, c'est de pouvoir organiser une réunion publique collège avec les Fleuracumois où nous aurons le plaisir de pouvoir proposer aux Fleuracumois les plans de leur futur collège avec des interlocuteurs qui seront en mesure de répondre sur les attentes. C'est un collège qui a de l'ambition écologique et éducative, et pour lequel nous serons évidemment très fiers de pouvoir proposer aux Fleuracumois. Voilà ce que je peux dire brièvement, rapidement, pour essayer de balayer l'ensemble des questions présentes. Donc on reviendra pour conclure tout ça. On reviendra donc vers vous pour le plan, dès qu'on l'aura établi et financé, le plan de sécurisation de la rue Chagall. La vidéoprotection, je le réaffirme, arrive et les travaux une partie des travaux parmi les plus importants ont été réalisés. Et maintenant, il s'agit de concrétiser et traduire, finaliser tout ça. Voilà, chers élus, est-ce que certains souhaitent compléter ou pas, ou ça vous convient? Si c'est bon, je propose, à moins qu'il y ait une autre question, sinon je propose de faire l'appel pour qu'on puisse commencer nos travaux. Pas d'autres questions, pas de remarques de la part du public. Bon, eh bien écoutez, nous allons donc commencer. Alors, Olivier Corzani, présent. Roger Perret. Présent. Espérance Niari. Présente. Rudy Sitcharn. Présent. Alice Fuentes. Yves Guettari. Présent. Daniel Moisan. Présent. Nordine Medouni donne pouvoir à Alice Fuentes. Isabelle Durand. Présent. Ghislaine Laruelle. Présent. Maria Bernardo donne pouvoir à Daniel Moisan. Annie Marcet. Présent. Christian Darras. Présent. Martine Goissens. Jeannette Otto donne pouvoir à Espérance Niari. Didier Gaba donne pouvoir à Yves Guettari. Rudy Gastrin. Présent. Laurent Doisselet donne pouvoir à Satital. Aline Thiol. Marie-Gisèle Belzine donne pouvoir à Rudy Sitcharn. Tiffaine Valdéon. Sami Toumi. Isha Mouba. Mamadou Sakho donne pouvoir à Olivier Corzani. Satital. Mélanie Barbou donne pouvoir à Isha Mouba. Julien Corzani. Madiouma Tandia donne pouvoir à Sophia Mejri, et Albert Lavenette. Et notre secrétaire de séance sera Sami Toumi. Ensuite, nous arrivons maintenant aux décisions, et on a bien entendu le sujet, donc on va y travailler. Sur l'ensemble des décisions, nous avons 8 décisions qui concernent les services municipaux par un certain nombre de formation professionnelle et autres. Nous avons 6 décisions qui concernent la culture, 2 qui concernent la nouvelle école, 1 pour le sport, 2 pour la future crèche multi-accueil Lucie Aubrac et 1 pour le service retraité. Il n'y a pas de remarques sur ces décisions. Nous passons au procès-verbal. Procès-verbal qui revient sur le dernier conseil municipal du 29 juin dernier. S'il y a des remarques, sinon je propose de le mettre aux voix. Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 1, les admissions en non-valeur et créances irrécouvrables 2022-2023, et qui nous est rapporté par Rudy Sitcharn. Oui, c'est OK. Bonsoir à tout le monde. Admission en non-valeur et créances
couvrables de 2022 à 2023. Ce sont des titres qui n'ont pas été payés après les investigations du Trésor public, en voyant que toutes ces personnes ne sont plus solvables, ils ne peuvent plus payer leurs dettes. Effectivement, on demande à la commune de payer tous ces trucs qui sont insolvables. Et c'est pour cela pour cette année de 2022 à 2023, on nous est proposé de mettre en non-valeur le produit communal pour un montant de 16 749,94 €. C'est ce qu'on doit effectivement régulariser au niveau du Trésor public. S'il y a des remarques, sinon je passe la parole, Monsieur le maire, pour le vote. Martine. Et vu l'état qu'on a à l'inflation et tout, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens dans la précarité. Et j'ai bien peur que ces chiffres augmentent rapidement. Oui, c'est vrai que de toute façon, alors après, c'est pas une somme non plus énorme pour le moment. Et effectivement, la situation peut faire craindre des choses. Juste pour quelques précisions, sur les créanciers recouvrables, c'est donc les poursuites qui sont avérées infructueuses et que les perspectives de recouvrement sont effectivement quasiment inexistantes. Mais il peut y avoir d'éventuels recouvrements extérieurs qui pourraient être comptabilisés au profit de la commune. Mais pour une question de sincérité des comptes, on est obligé de les passer chaque année. On en avait d'ailleurs épuré un certain nombre les années passées. Et concernant les créances éteintes, c'est des dossiers qui ont fait l'objet de mesures par les tribunaux ou par la commission de surendettement et qu'il s'agit maintenant de clôturer. Bien, eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose donc de passer aux voix. Qui vote pour ? Unanimité, je vous en remercie. Nous avons maintenant l'adoption de la nomenclature comptable M57, toujours présentée par Rudy Sitcharn. Voilà. Maintenant, on nous propose d'adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2024. Actuellement, nous sommes sur une nomenclature M14, qui est actuellement ce que les communes utilisent pour les instructions comptables. Ce qui va changer par rapport à ce nouveau nomenclature, je vous donne quelques points, pas tous les points. Premièrement, on aura la même nomenclature que toutes les collectivités locales, c'est-à-dire qu'on soit département, commune, région, ou quel que soit le type de PCI, on sera tous régis par le même nomenclature, c'est-à-dire que quelqu'un d'entre nous qui est conseiller départemental ne sera pas étranger de ce qui se fait, la façon de présenter le budget. Ça, c'est la première chose qui serait identique. Et un deuxième point que je voulais souligner, actuellement, cette nomenclature va donner un petit peu plus de souplesse à l'exécutif. C'est-à-dire, monsieur le maire, actuellement, pour transférer des fonds d'une section d'un chapitre à un autre chapitre, on est obligé de passer par une décision modificative, quel que soit, même si c'est 1 €, on est obligé de le faire. Tandis qu'actuellement, avec ce nouveau nomenclature, et sur l'autorisation du conseil municipal, bien sûr, il pourra effectivement de faire des crédits d'une section de chapitre à la limite de 7,5% du budget réel des dépenses du chapitre des sections. C'est-à-dire que ce sera un peu plus de souplesse au lieu de chaque fois revenir à tout moment au niveau du conseil municipal, sauf le chapitre lié aux dépenses du personnel, le 012. Par contre, celle-là, on ne pourra pas le toucher.
et le maire ne pourra pas le toucher sans autorisation. Nous avons aussi la possibilité de voter un règlement budgétaire pour la durée du mandat. C'est quelque chose d'intéressant. Actuellement, ce que le maire peut faire avec le M14, c'est uniquement d'autoriser un mouvement de crédit uniquement à l'intérieur d'un chapitre, mais pas entre deux chapitres. Je ne sais pas si vous saisissez bien ce que je prends un exemple pendant que je suis là. Ce serait peut-être beaucoup plus parlant pour vous. Admettons par exemple, je prends l'exemple des dépenses de fonctionnement. Aux dépenses de fonctionnement. Maintenant, on est au chapitre 65. On veut transférer de l'argent au niveau 66. Le maire peut le faire à condition qu'il respecte 7,5% du budget qui est alloué au niveau du chapitre 65 à 66. Sinon, actuellement, c'est uniquement à l'intérieur du 65 qu'il peut faire des mouvements de crédit. Actuellement, et dans le M14, ça permet effectivement un peu plus de souplesse et aussi ça permet effectivement à la collectivité de fonctionner d'une manière beaucoup plus fluide. Ça, c'est les 2 ou 3 points que je voulais préciser. Sinon, si vous n'avez pas de remarques, et si le maire peut-être veut rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Merci Rudy. Oui, il s'agit d'une nouvelle instruction à écriture comptable. Les régions et les départements y sont déjà. Et donc les communes avaient un délai. Et maintenant, au 1er janvier 2024, on doit y être aussi. Ça permet aussi une facilité entre collectivités. Et donc, c'est une évolution. Il y en a comme ça de temps en temps, une évolution comptable nécessaire. Voilà. Écoutez, ça nous a été brillamment présenté. Donc, s'il n'y a pas de remarques supplémentaires, je propose de passer aux voix. Qui vote pour ? Unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 3 qui concerne le versement des subventions aux coopératives des écoles et qui nous est présenté par Alice Fuentes. Bonsoir. Alors, comme chaque année, nous attribuons une subvention aux coopératives des écoles. Cette subvention est à hauteur de 4 € par élève. Et donc, cette somme permet aux jeunes floricumois de profiter des actions éducatives complémentaires dans leur cadre de leur scolarité. Je tenais aussi à souligner que malgré l'inflation, nous maintenons notre subvention, qui est quand même un gros effort aussi quand même pour la commune, il faut le souligner. Et je voulais donc passer maintenant au montant que nous donnons à chaque école. Donc nous avons pour la maternelle Joliot-Curie, pour un effectif de 175 enfants, 700 €. Pour la maternelle Robert Desnos, un effectif de 252 élèves, 1008 €. La maternelle Paul Langevin, 185 élèves, pour un montant de 740 €. L'élémentaire Joliot-Curie, pour 280 élèves, 1128 €. L'élémentaire Robert Desnos, 357 élèves, 1428 €. L'élémentaire Paul Langevin, 318 élèves, 1272 €. Donc, ce qui fait un total pour les 3 groupes scolaires de 6276 €. Donc, si Monsieur le maire veut bien passer au vote. Oui, s'il n'y a pas de remarques donc pour le versement de ces subventions aux coopératives, je propose de passer aux voix. Qui vote pour ? Unanimité. Je vous en remercie. Nous passons ensuite au point 4. Donc, le point 4 concerne la désaffection et l'aliénation d'une partie d'un chemin rural situé... Alors, les Floricumois le connaissent peu ou pas, ce chemin rural, parce qu'il est situé en bordure de la zone de la Croix-Blanche sur la ZAC dite Val-Vert. Vous avez peut-être remarqué que derrière la Croix-Blanche, dans sa continuité, entre Fleury-Mérogis, Plessis-Patay, Sainte-Geneviève-des-Bois, un ensemble de commerces est en train de commencer à être bâti. On appelle ça la ZAC Val-Vert. Et donc sur cet ensemble
Il y a un bout de chemin de 46 mètres carrés, 49 je crois de mémoire, 49 mètres carrés, qui est sur le territoire de la commune de Fleury-Mérogis. Donc pour la bonne réalisation de l'opération, il s'agit de désaffecter et d'aliéner ce chemin rural à la Sorgem. Voilà, juste aussi pour rajouter, il n'y a pas un enjeu gigantesque pour la commune, mais dans le cadre de l'aménagement de cette partie Val-Vert, des fouilles archéologiques avaient été réalisées. Il avait été trouvé un peu de restes de voies romaines, donc de l'Antiquité. Et donc on a sollicité l'aménageur pour essayer de proposer quelques panneaux historiques pour rappeler où passait la voie romaine et rappeler un peu l'histoire du lieu qui du coup il y a fort longtemps était déjà habité et faisait l'objet de passages. Voilà ce que je peux dire pour être complet sur cette désaffectation. S'il n'y a pas de questions ni de remarques, je propose de passer aux voix. Qui vote pour? Unanimité, je vous en remercie. Et nous passons au point 5 qui revêt un enjeu important et qui croise des objectifs qui vont nous être exhaustivement présentés par Isabelle Durand, puisqu'il s'agit de la demande de renouvellement du classement du CMA en conservatoire municipal. Bonsoir à tous. Alors, le Centre musical et artistique de Fleury-Mérogis, qui a été créé en 71, a reçu un agrément conservatoire en 97 et suite à un décret de 2006 qui institue le classement des établissements d'enseignement artistique, un classement par l'État en CRC, c'est-à-dire Conservatoire à rayonnement communal. Ce statut qui a été reconduit en septembre 2015 pour 7 ans. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de déposer un dossier auprès de la DRAC pour renouveler cet agrément pour 6 années supplémentaires. Donc, dossier qui doit impérativement être déposé avant la fin de 2023. Voilà. Alors, ce dossier qui comporte différents documents s'articule autour d'un document central qui est le projet d'établissement, qui a été élaboré par le service en concertation avec les partenaires, les enseignants et bien sûr la municipalité, et qui obéit à un cahier des charges très strict. Donc ce classement, ça présente plusieurs avantages pour la collectivité. C'est une garantie de qualité des enseignements, que ce soit en termes de niveau d'enseignement et de qualité du personnel enseignant. Ça garantit aussi la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. Ça permet de percevoir plus facilement certaines subventions, notamment au titre du département et de la région. Ça permet un rayonnement de l'établissement sur la ville, mais même au-delà. Voilà. Et puis, ça permet aux habitants qui déménagent de pouvoir s'inscrire dans un autre conservatoire en conservant le bénéfice du cursus qu'ils ont pu suivre. Voilà. Et ça apporte un plus également sur le projet de cité éducative conjoint des villes de Sainte-Geneviève, des Bois, Saint-Michel-sur-Orge et Fleury-Mérogis. Voilà. Donc le projet de délibération qui est proposé vise à valider le projet d'établissement, donc qui présente la structure et décline les grands objectifs de l'établissement, tant au titre de son organisation, en termes de fréquentation, d'offres pédagogiques, mais de son rayonnement aussi sur la ville, rayonnement artistique, culturel et social. Voilà. Il tend à valider le nouveau règlement des études, le nouveau règlement intérieur, la charte des enseignants, la charte relationnelle du CMA, et donc de solliciter la DRAC pour le renouvellement jusqu'en 2029 du centre musical et artistique. Merci. Voilà, pour le renouvellement donc par l'État du classement du CMA en conservatoire. Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Nous avons le dernier point de ce jour, le point 6. Alors le point 6 concerne la solidarité avec le Maroc et la Libye. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux pays ont connu, il y a moins d'un mois de ça, deux catastrophes
qui ont plongé la population dans un grand désarroi. Et donc, le conseil municipal a décidé de voter et d'attribuer une aide à ces deux pays. Alors, je commence tout d'abord en disant que quand les événements ont eu lieu, la commune a souhaité agir dans l'urgence, puisqu'il s'agissait de deux situations d'urgence. Et donc, le CCAS a déjà versé 2 subventions pour le Maroc et la Libye, à hauteur de 500 € chacune. Mais on pensait utile et bien de reproposer que le conseil municipal verse aussi 2 nouvelles subventions pour plusieurs raisons. La première de celles-là, c'est parce que l'effort de solidarité est nécessaire. La seconde, c'est quand un événement, une catastrophe naturelle survient de cette façon, il y a un moment d'émotion. Beaucoup de monde se mobilise d'un coup, et puis malheureusement, dans la société du zapping dans laquelle on est, les choses retombent très vite, et ensuite, on n'en parle plus. Les familles aujourd'hui en Libye et au Maroc qui ont été concernées par ces événements sont toujours dans la précarité et dans la souffrance, et donc on pensait que agir dans l'urgence quand il y a nécessité, c'est important, mais que ne pas oublier un mois après les catastrophes qui ont eu lieu et réaffirmer de la part du conseil municipal la solidarité de la commune de Fleury-Mérogis avec les peuples marocains et libyens est une chose importante. Donc je vais vous lire la délibération, puisqu'elle reprend évidemment ce que je viens de dire, mais son intention me paraît être importante d'être connue de tous et de toutes. Donc, je vous lis la délibération. Le Maroc et la Libye viennent de vivre l'une des pires catastrophes naturelles de leur histoire récente. Au Maroc, un séisme de magnitude 7 a frappé la région de Marrakech, causant près de 3000 victimes et autant de blessés et disparus. En Libye, la tempête Daniel a provoqué dans la ville côtière de Derna de terribles inondations où l'on recense déjà près de 4000 victimes et plus de 10 000 disparus. Ces chiffres étant encore susceptibles d'augmenter dans les jours à venir au fur et à mesure de l'avancée des recherches sur le terrain. Un puissant élan de solidarité internationale s'est levé pour répondre à l'urgence humanitaire et aider à la reconstruction dans ces 2 régions dévastées. Face à de terribles tragédies humaines, la municipalité de Fleury-Mérogis exprime toute sa solidarité envers les populations touchées, en lien avec le Secours populaire français, présent sur place à travers son réseau euro-méditerranéen pour la solidarité. Le conseil municipal souhaite apporter une aide financière pour venir en aide aux très nombreuses victimes en versant 2 subventions exceptionnelles d'un montant de 1 000 € chacune. Voilà, chers collègues, je vous propose la subvention de 2 aides exceptionnelles pour le Maroc et la Libye. S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui vote pour ? Unanimité, je vous remercie. Et nous clôturons notre conseil municipal de ce lundi 2 octobre. Nous vous souhaitons une excellente soirée à toutes et tous et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Merci.